KPMG Fréquence Banque. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Radio KPMG pour cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission qui fait le tour de l'essentiel de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Nous sommes le vendredi 22 janvier 2021, au micro, Kenza Moulin. Au nom de toute l'équipe Fréquence Banque, je vous souhaite une très belle année 2021. Aujourd'hui, avec nous mais à distance toujours, Arnaud Bourdeil, associé et responsable des activités d'audit bancaire de KPMG en France, et Stéphane Dehaye, associé de KPMG UK, en charge des projets de transformation auprès d'établissements financiers, notamment dans le contexte du Brexit, et que nous avons interrogé à propos des impacts de l'accord de libre-échange sur les services financiers. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kenza, bonjour à tous et bonne année. Bonjour Kenza, bonjour à tous. À la une de cette émission, les dernières recommandations de l'EBA et de la BCE en matière de distribution de dividendes et de rémunération variable, la réactivation des mesures prises par l'EBA concernant les moratoires et l'allègement des recommandations du Haut Comité de stabilité financière encadrant l'octroi de crédit immobilier. Arnaud, commençons ce tour d'horizon par les communications de l'EBA et de la BCE du 15 décembre dernier, dans laquelle les deux autorités ont émis de nouvelles recommandations plus souples mais toujours très prudentes en matière de distribution de dividendes et de rémunération variable. Tout à fait, Kenza. D'une part, l'EBA demande aux banques qui envisagent de distribuer des dividendes ou de verser des rémunérations variables de porter une attention particulière à l'impact de cette distribution sur la trajectoire de leur capital. L'EBA appelle d'ailleurs les autorités compétentes à analyser, sur la base de projections prudentes, la capacité de l'établissement à générer des profits tout en maintenant des ressources suffisantes pour soutenir l'économie et pour faire face à une éventuelle détérioration de la qualité des actifs. De son côté, la BCE appelle les établissements à s'abstenir ou à fortement limiter les dividendes en espèces et les rachats d'actions jusqu'au 30 septembre 2021. Elle leur recommande également de s'abstenir de distribuer des acomptes sur dividendes en 2021. La BCE précise aussi que les banques envisageant de distribuer les dividendes ou de procéder à des rachats d'actions doivent être rentables et avoir des trajectoires de capital solides. Le montant des dividendes versés et des rachats d'actions doit être discuté avec l'autorité de surveillance et être inférieur à 15% des bénéfices cumulés en 2019 et 2020 sans dépasser 20 points de base du ratio CET1. Donc, si les recommandations initiales émises en mars et en juillet 2020 reflétaient les circonstances exceptionnelles auxquelles l'économie européenne a été confrontée, il reste nécessaire, selon les autorités, de continuer à appliquer des politiques prudentes de distribution pour préserver la capacité des banques à absorber les pertes et à assurer le financement de l'économie. Oui, absolument. Et la BCE rappelle d'ailleurs que l'impact de la pandémie sur les bilans des banques ne s'est pas encore pleinement manifesté du fait des mesures de soutien public et du décalage temporel inhérent aux dépréciations de crédit. Et qu'en est-il en matière de rémunération variable ? La BCE demande aux établissements de fortement modérer la rémunération variable jusqu'au 30 septembre 2021. Et l'EBA va même plus loin, en recommandant aux banques d'étaler sur une période encore plus longue une partie de la rémunération variable des preneurs de risques et d'en verser une plus grande proportion sous la forme d'instruments. Mais également en appelant les autorités compétentes à surveiller les politiques de rémunération des banques, en particulier pour s'assurer de leur compatibilité avec une gestion efficace des risques et avec l'intérêt à long terme de l'établissement. Donc, en résumé, les banques vont encore être très contraintes dans les prochains mois pour rémunérer leurs actionnaires et leurs salariés, et tout ceci sera surveillé de très près par les autorités compétentes. Absolument, mais pour rassurer nos auditeurs, je tiens à préciser deux informations importantes. D'une part, dans sa communication du 15 décembre, la BCE ne demande pas aux banques de commencer à reconstituer leur coussin de fonds propres avant que leur pic d'épuisement ne soit atteint. Et d'autre part, ce traitement n'est pas exclusif aux banques européennes. La Fed a également prolongé les mesures de restriction pour les banques américaines jusqu'en mars 2021, en conditionnant une éventuelle distribution des dividendes avec un montant distribué plafonné à la moyenne cumulée des bénéfices enregistrés au cours des 4 derniers trimestres. Restons dans l'actualité européenne en lien avec les mesures liées à la pandémie de Covid-19. L'EBA a décidé de réactiver les mesures sur les moratoires qu'elle avait prises le 2 avril dernier. Je rappelle que face à la première vague de Covid-19, l'EBA avait publié en avril dernier des lignes directrices portant sur les moratoires de paiement public et privé accordés par les établissements de crédit à la suite de la pandémie. Ces orientations avaient pour objet d'harmoniser le traitement des mesures initiées par les banques
dans la qualification de la forbearance et du déclenchement du défaut. L'évolution de la pandémie avait conduit cette autorité à étendre une première fois la période d'application de ces lignes directrices du 30 juin 2020 au 30 septembre 2020. Néanmoins, au vu de l'ampleur de la deuxième vague de la pandémie et des nouvelles restrictions gouvernementales dans l'Union européenne, le BA a décidé le 2 décembre 2020 de prolonger ces mesures jusqu'au 31 mars 2021. Donc, si je comprends bien, ces orientations révisées permettront aux prêts qui n'avaient jusque-là pas obtenu de moratoire de paiement d'en bénéficier également, ce qui finalement aidera les banques à faire face à des tensions de liquidité. Tout à fait. Et dans la mesure où les confinements prolongés augmentent considérablement le risque d'insolvabilité de certaines contreparties, le BA a conditionné la réactivation de ces lignes directrices à des contraintes supplémentaires pour que les pertes sur créances, y compris celles des prêts couverts par les moratoires, continuent d'être reflétées dans les bilans des banques, avec une limitation à 9 mois de la période totale des moratoires généraux de paiement. Autrement dit, tout moratoire accordé à partir de septembre 2020 devra prendre en compte la durée des précédents moratoires octroyés, même s'il faut cependant préciser que les moratoires accordés avant le 30 septembre 2020 et dépassant la durée des 9 mois sont tout de même éligibles à ces orientations. Et enfin, une notification de l'autorité compétente par les établissements de leur plan pour que celles-ci mettent en place des mesures visant à s'assurer que les moratoires sont accordés de façon adéquate et que les pertes sont évaluées de façon appropriée. On termine ce journal par une actualité franco-française avec la publication par le Haut Conseil de stabilité financière, le 17 décembre dernier, d'un allègement de ses recommandations de décembre 2019 encadrant l'octroi de crédit. Avant de présenter les ajustements publiés, peut-on expliquer pourquoi ce haut comité a décidé de réviser sa position, prise en 2019, qui avait, on s'en souvient, suscité de vives réactions au sein des banques et que nous avions d'ailleurs présenté en détail il y a un an sur ces ondes? Plusieurs raisons sont à l'origine de cette révision. Tout d'abord, le contexte économique global marqué par l'impact de la pandémie. Ensuite, les taux sur les crédits immobiliers qui restent proches de leur plus bas historique. Également, une production de nouveaux crédits hors rachat et renégociation qui a atteint un record mensuel en septembre et en octobre 2020. Enfin, on constate que la dérive progressive des conditions d'octroi observées s'est interrompue. Et donc, sur le fond, quels sont ces ajustements ? Pour tenir compte de toutes ces évolutions et d'une première analyse d'impact de sa recommandation du 20 décembre 2019, le HCSF a présenté les ajustements suivants. La limite du taux d'effort, à savoir la part des mensualités par rapport aux revenus du ménage, est remontée de 33 à 35%. Les différés d'amortissement, dans une limite de 2 ans, seront pris en compte pour intégrer les spécificités de certaines opérations, notamment les ventes en l'état futur d'achèvement et la construction de maisons individuelles. Et la marge de flexibilité accordée aux banques concernant les nouveaux prêts, autrement dit le nombre de dossiers autorisés à sortir de ce cadre, passera de 15 à 20% et sera davantage ciblée sur les primo-accédants. Et tout en précisant que ces recommandations devraient présenter un caractère juridiquement contraignant d'ici l'été 2021, le HCSF rappelle son attachement à préserver le modèle de financement du logement prévalant en France, qui repose sur l'octroi de crédit à taux fixe, des maturités raisonnables et une analyse de la capacité de remboursement des emprunteurs. Toujours en matière d'octroi, l'ACPR a publié une note le 18 décembre 2020 dans laquelle elle confirme qu'elle se conforme aux orientations de l'EBA relatives à l'octroi et au suivi des prêts pour les établissements français. Cette note fait état de plusieurs aménagements par rapport aux orientations initialement prévues par l'EBA. Absolument. On peut citer notamment la décision de décaler l'application des orientations du 30 juin 2021 au 30 juin 2022, à l'instar de l'Allemagne. L'exclusion des dispositions relatives à la vision unique des clients et des crédits à la consommation de moins de 200 €, de moins de 3 mois ou à frais négligeables. Dans cette note, la CPR détaille les modalités d'application des principes de proportionnalité en matière de gouvernance interne concernant l'octroi et le suivi des crédits, de procédures d'octroi des prêts, d'établissement des prix, d'évaluation des biens immobiliers et du cadre de suivi. Et on rappelle que les orientations sur l'octroi et le suivi des prêts de la CPR s'appliquent aux banques, aux entreprises d'investissement ainsi qu'aux sociétés de financement n'entrant pas dans la définition des établissements financiers, mais auxquels s'appliquent les exigences de la directive CRD4 en matière de gouvernance. Le 31 décembre 2020 s'est achevée la période de transition du Brexit. Quelques jours auparavant, le 24 décembre, a été conclu un accord de libre-échange historique à plusieurs égards entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Cet accord est provisoire,
mais d'application immédiate pour l'essentiel et d'une ampleur inédite. Avec ses 1246 pages, il vise le secteur de la défense, les échanges de données, la TVA, la propriété intellectuelle, la circulation des personnes, les aides d'État, la réglementation, les droits de douane et bien entendu les services financiers. Dans cette émission, nous allons nous intéresser aux impacts immédiats et futurs de cet accord sur les services financiers avec Stéphane Dehaye, associé KPMG UK. Stéphane a travaillé ces 2 dernières années au bureau de KPMG Paris et vient de rejoindre KPMG UK pour gérer des projets de transformation auprès d'établissements financiers, notamment dans le contexte du Brexit. Pour débuter cet entretien, Stéphane, pouvez-vous indiquer à nos auditeurs ce que cet accord de libre-échange signifie concrètement pour les entreprises du Royaume-Uni et de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2021 ? Cela signifie simplement qu'un nouvel accord commercial bilatéral et de coopération est mis en place entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de manière immédiate ou progressive selon les domaines d'activité. Ce qui est important de préciser pour nos auditeurs, c'est que cet accord est provisoire et progressif et nécessite d'être approuvé formellement par l'Union européenne d'ici fin février. Désormais, depuis début 2021, un accès continu au marché, mais avec une vraie frontière et donc des contrôles renforcés, en particulier pour les biens. Pour les entreprises et d'un point de vue pratique, cela veut dire que des nouvelles règles sont mises en place pour contrôler la provenance et la déclaration des biens. Dans un premier temps, le plus gros impact concerne les contrats fournisseurs, la logistique, les taxes, la TVA, les déclarations douanières et certaines réglementations sectorielles spécifiques. Bien que les négociations aient débuté il y a 4 ans, les entreprises, et en particulier les PME, ne sont pas toutes au même niveau de préparation. Il y a encore des travaux, amplifiés par la crise sanitaire, à mettre en œuvre pour s'adapter à cet accord de libre-échange entre les parties prenantes. Enfin, il faudra que les entreprises des 2 côtés de la Manche gardent un œil sur l'évolution des accords réglementaires qui seront revus systématiquement tous les 5 ans. Le Brexit va donc avoir un impact notamment sur le financement des entreprises, leur police d'assurance ou encore l'utilisation de services financiers et de moyens de paiement. Focalisons-nous maintenant sur les services financiers. Stéphane, quels sont les impacts de cet accord et quelles sont les perspectives pour 2021 et au-delà ? S'agissant des services financiers, l'accord conclu le 24 décembre ouvre une nouvelle phase de négociation, mais a le mérite de garantir la stabilité financière et la protection des consommateurs dans cette période inédite de crise sanitaire, économique et sociale sans précédent pour le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne. Autre certitude pour les services financiers, depuis le 1er janvier 2021, le droit européen n'est plus applicable au Royaume-Uni. En particulier, les établissements du secteur bancaire et du secteur de l'assurance, agréés au Royaume-Uni, ne disposent plus du droit d'offrir leurs services en Europe, dont la France, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services. Les établissements financiers se sont-ils préparés à cette échéance ? Oui, les institutions financières britanniques et internationales basées à Londres se sont préparées à la perte du passeport européen en relocalisant leurs activités européennes dans une filiale européenne ou une succursale locale, ou en transférant, voire en abandonnant certaines activités. Elles ont également structuré de nouvelles capacités pour offrir leurs services dans tous les pays de l'Union européenne. Afin de pouvoir traiter des opérations pour la zone euro, avant cette première échéance du 1er janvier 2021, les institutions financières implantées au Royaume-Uni ont anticipé cette complexité réglementaire en relocalisant une partie de leurs équipes et en transférant plus de 1 300 milliards d'euros d'actifs vers la zone euro. Ces banques, installées principalement à Londres, ont également sollicité des licences en Europe continentale avec la mise en place, parfois, de hubs européens. Ces relocalisations se sont principalement concentrées à Francfort, à Paris, Amsterdam et Madrid pour les banques, et au Luxembourg et en Irlande pour les gestionnaires d'actifs et prestataires financiers. Cette dynamique va se poursuivre dans les prochains mois et les prochaines années au gré des négociations en cours. En effet, Stéphane, pour les services financiers, certains sujets restent en suspens et feront donc l'objet d'une nouvelle phase de négociation qui s'est ouverte début janvier pour une période de 2 ou 3 mois, selon les sujets, notamment pour répondre aux incertitudes relatives au cadre définitif de coopération réglementaire future, aussi bien pour les banques que pour les assurances. Quelle a été la principale préoccupation qui a guidé les banques lors de leur relocalisation en Europe ? Au-delà de l'aspect réglementaire et humain, la principale préoccupation des banques a été d'optimiser leur efficacité opérationnelle en limitant la fragmentation de leurs activités sur plusieurs zones géographiques en Europe. Certaines ont donc opté pour des modèles de hub européens afin de traiter leurs opérations et gérer la relation avec leurs clients, et dans le même temps de limiter le recours aux chambres de compensation. Nous le disions il y a un instant, des négociations sont en cours. Quels en sont les véritables enjeux ?
En ligne de mire de cette nouvelle période de négociation qui doit aboutir d'ici le 31 mars 2021, les régimes d'équivalence entre Londres et Bruxelles. L'idée ici est de garantir une coopération équilibrée entre les établissements financiers britanniques et européens. Les chambres de compensation londoniennes bénéficient ainsi d'un sursis de 18 mois pour continuer à traiter des transactions réalisées dans l'Union européenne. Le risque associé est un surcoût dans le traitement des opérations avec des délais plus longs, susceptibles d'impacter la stabilité des marchés au Royaume-Uni et dans l'Union européenne. Sans équivalence ou sans décision d'adéquation d'ici le 31/12/2021, les établissements financiers londoniens pourraient continuer à relocaliser leurs équipes et leurs actifs, voire même arrêter certaines activités européennes et se concentrer en dehors de la zone euro, comme par exemple à Singapour, Hong Kong ou à New York. Rentrons maintenant un peu plus dans le détail des impacts de cet accord de libre-échange pour les services financiers. Concernant en particulier les prestations de services, est-il vrai que c'est le statu quo en matière de réglementation ? Il est vrai que certaines évolutions ont été décalées au 31 mars 2022. Jusqu'à cette date, les entreprises britanniques et européennes peuvent temporairement poursuivre leurs activités dans le cadre des exigences actuelles. Si je prends pour nos auditeurs l'exemple des paiements transfrontaliers, les entreprises ne peuvent pas refuser un paiement par prélèvement ou un virement en euros aujourd'hui, au motif que le compte bancaire du consommateur est situé dans un autre État européen ou zone euro. Dans un autre domaine, les frais d'interchange pour les particuliers et les entreprises peuvent entraîner à terme une hausse de ces frais sur les opérations réalisées entre les deux espaces économiques. En pratique, l'homogénéité des frais sur l'espace EE ne s'appliquera plus aux échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Actuellement, au sein de l'Union européenne, les frais d'interchange sont de 0,2% pour les cartes de débit et de 0,3% pour les cartes de crédit. Dorénavant, les échanges seront soumis à la nouvelle réglementation britannique, bien que les paiements domestiques restent plafonnés. Par contre, les paiements au Royaume-Uni seront non régulés. Le récent accord entre la Commission européenne et les réseaux de paiement Visa et Mastercard a donc comme objectif de plafonner ces frais d'interchange émis depuis le Royaume-Uni et utilisés sur un site de e-commerce européen, par exemple. Cet accord permettra de limiter l'impact de la dérégulation, notamment pour les commerçants et pour les consommateurs. On peut imaginer que le secteur très dynamique des fintech va être également impacté par le Brexit, que celle-ci soit d'ailleurs française ou européenne. Bien évidemment, le Brexit a un réel impact sur le futur paysage des fintech, qu'elles soient britanniques ou européennes. Là, je pense en particulier aux établissements de paiement qui ont dû repenser leur modèle économique et réglementaire pour pouvoir continuer à exercer sur le marché européen. À titre d'exemple, la néobanque britannique Revolut a obtenu sa licence bancaire européenne en Lituanie en 2018 afin de pouvoir exercer son activité sur le territoire européen. Grâce à cette licence, elle peut continuer d'opérer en Europe en dépit du Brexit et offrir des garanties supplémentaires comme l'indemnisation du fonds de garantie des dépôts. Elle sera également en mesure de fournir par exemple un RIB français à ses clients. D'autres néobanques ont choisi une autre stratégie en arrêtant leurs activités sur le marché britannique au regard de la complexité et du surcoût réglementaire engendré par la perte du passeport européen depuis le Royaume-Uni. L'exemple le plus parlant est peut-être celui de la néobanque allemande N26 qui a quitté le marché britannique 18 mois à peine après s'y être implémentée. La fin de cet entretien approche. Une question subsidiaire mais d'importance. Qu'en est-il de la protection des données personnelles depuis le 1er janvier 2021 ? Selon l'accord de libre-échange, le RGPD continue d'être appliqué jusqu'au 1er juillet 2021. En revanche, au-delà de cette date, les transferts de données vers le Royaume-Uni seront traités de la même façon qu'un transfert de données vers un pays tiers à l'Union européenne, à moins que les négociations en cours aboutissent à un accord plus protecteur pour les consommateurs. Et pour conclure, Stéphane, vous diriez ? Je rappellerai simplement aux éditeurs que le volume des transactions entre l'Union européenne et le Royaume-Uni s'élève en 2019 à 435 milliards de livres pour les biens, auxquels s'ajoutent 233 milliards pour les services. Les enjeux économiques et financiers sont donc colossaux et nécessitent que les négociations en cours inventent un nouveau mode de coopération équilibré et efficace, a fortiori dans le contexte de la pandémie. Mais on peut l'espérer. Stéphane Dehaye, un grand merci pour ces éclairages. La clôture 2020 bat son plein. Dans cette perspective, vous pouvez écouter ou réécouter Fréquence Banque du 2 décembre dernier qui présentait les principaux points d'attention de la clôture comptable 2020. Pour terminer cette émission, quelques conseils de lecture parmi les principales publications KPMG parues au cours des 2 derniers mois, et notamment le nouveau numéro de la publication semestrielle Réflexion réglementaire qui présente les points clés de la réglementation bancaire et leurs implications pour le secteur financier. Et puis, notre numéro mensuel ActuBank du mois de décembre, une publication qui fait le tour de l'actualité réglementaire bancaire. 2 publications adressées à tous nos abonnés et également disponibles sur le site kpmg.fr.
Nous vous donnons rendez-vous en mars pour une nouvelle édition de KPMG Fréquence Banque. Et d'ici là, n'hésitez pas à télécharger notre application Radio KPMG, disponible gratuitement sur Apple Store et Google Play. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci à tous et très bonne journée. KPMG Fréquence Banque.